Yo tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de la magie et de la loi. Quand on regarde des explications de magie, on peut se demander si tout ça est légal. Comment ça fonctionne la magie du point de vue de la loi? Et comment l'art en général est-il appréhendé dans la loi? Déjà il faut savoir que quand quelqu'un publie une œuvre, ça lui donne des droits d'auteur directs. Le simple fait de publier lui donne les droits. Ça peut être un livre qui a été publié et vendu, ça peut être un dessin qui a été exposé quelque part en public. Là par exemple cette vidéo que vous êtes en train de regarder, le simple fait de l'avoir rendue publique me donne des droits d'auteur dessus. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que personne d'autre que moi n'a le droit de publier cette vidéo. Si vous la diffusez, c'est une infraction. Alors vous avez tout à fait le droit de télécharger la vidéo et de la regarder dans un cercle privé, mais si vous la mettez publiquement quelque part, c'est une infraction. Mais du coup, comment on fait quand on a un besoin légitime d'utiliser du contenu qui ne nous appartient pas? Alors là, c'est très simple, on demande l'autorisation. Je veux diffuser un film dans un parc, n'importe qui peut venir, on sort du cadre privé, ça devient une diffusion publique, il me faut l'autorisation de la société de production qui possède le film. Mais du coup, si un amateur veut faire des analyses de films dans son temps libre, il aura besoin d'extraits vidéo des films, sinon ces analyses seront chiantes. Il serait obligé à chaque fois de demander des autorisations à des sociétés de production, souvent énormes. On lui répondra pas, hein. Et si on lui répond, ce sera négatif, parce que les grosses sociétés en ont rien à foutre des amateurs qui font des analyses dans leur temps libre. Mais du coup, comment il fait, le gars? Il abandonne? Ou il diffuse ses vidéos illégalement? Non. Heureusement pour lui, il existe des cas dans lesquels on a le droit d'utiliser du contenu qui appartient à quelqu'un d'autre sans son autorisation. Ces cas sont regroupés sous l'appellation d'usage équitable ou usage loyal, ou fair use en anglais. Ça fait partie du code de la propriété intellectuelle dans la loi française. Ça fait également partie de la loi de nombreux pays, dont les États-Unis. En gros, ça dit quoi? Ça dit que si on utilise le contenu pour faire autre chose avec, on a le droit d'utiliser sans autorisation. Si on le publie tel quel, c'est illégal. Mais si on change le sens du contenu, si on fait quelque chose d'autre que ce pourquoi il a été créé, alors on a le droit. Les exemples les plus souvent cités de l'usage équitable sont les critiques, les analyses, les satires, les parodies et les commentaires. Si on prend l'exemple de ma chaîne, il y a 3 séries de vidéos qui utilisent du contenu qui ne m'appartient pas. Il y a les doubles sens, c'est des YouTube poop que je fais de temps en temps. En gros, je prends des morceaux de films ou d'émissions télé, je les découpe dans tous les sens au niveau des images et également du son pour faire dire aux personnages des trucs drôles. Le percolateur met en jeu 2 cadeaux exceptionnels. Un chèque de 25 000 € et un superbe séjour tout pourri en famille ou entre amis pour venir ici. Dans la ketchuperie. C'est de la parodie, donc c'est de l'usage équitable et c'est légal. Dans les exécutions pub, je critique des publicités. Alors c'est à la fois de la parodie et de la critique, parce que le but des exécutions pub c'est avant tout de faire rire, mais il y a quand même dans tous les cas un usage des pubs pour en faire autre chose. Je montre des extraits pour les critiquer et les parodier. Donc c'est de l'usage équitable. Et comme d'hab dans les pubs de bouffe, on nous infantilise en nous donnant des consignes à la con. Pour votre santé, évitez de lire cette ligne jusqu'au bout parce que c'est de la merde. Maintenant, la série qui nous intéresse ici, les comment ont-ils fait? C'est des analyses de vidéos dans le fond. Au final, je prends des vidéos de tours de magie, je les regarde au ralenti, je fais des zooms dans l'image, je les repasse plein de fois et tout, bref, je les analyse, et ensuite je donne mes résultats et mes hypothèses sous forme de vidéo. Mais avant de le mettre sur le dessus, il va le tordre, ce qui va laisser un méga espace qui va lui permettre de bien distinguer les deux tas. C'est exactement de l'usage équitable. L'œuvre, qui est le tour de magie, est analysée et commentée. Donc il n'y a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit, c'est parfaitement légal. Le vrai souci, c'est que YouTube a un logiciel qui scanne toutes les vidéos qui sont mises en ligne pour voir si elles contiennent pas des choses qui existent déjà ailleurs. Et comme c'est un robot, le truc, il n'est pas capable de faire la différence entre usage équitable et usage frauduleux. Mais ça, c'est un autre débat. Du coup, mes vidéos sont toutes légales. Mais on peut être en droit de se demander comment protéger un tour de magie dans ce cas. Un tour de magie, comme n'importe quelle autre œuvre d'art, génère des droits d'auteur dès lors qu'il est fait publiquement. Mais attention, les droits d'auteur n'empêchent pas qui que ce soit de faire un usage équitable de ce contenu, que ce soit de la magie ou n'importe quel autre type d'art. Les droits d'auteur protègent le tour de magie contre la reproduction. C'est la reproduction qui est interdite. Si je reproduis à l'identique le tour de magie de quelqu'un d'autre, publiquement, c'est illégal. Par contre, l'analyse et le commentaire de ce tour sont légaux. Et là, vous allez me dire, ouais mais il y a certaines techniques de magie qui sont utilisées par tout le monde, publiquement. Alors comment les protéger celles-là? Mais en fait, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Chaque technique individuelle
peut être utilisé par n'importe qui. C'est de la connaissance publique, en quelque sorte. La levée double, l'empalmage, tout ça appartient à tout le monde. Par contre, si vous créez un enchaînement de techniques, dans un ordre spécifique, avec une mise en scène particulière, ça devient un tour. Et ça, c'est protégé. Un tour de magie, c'est ça en fait, hein, c'est un enchaînement de techniques, dans un ordre précis. On peut faire une analogie avec n'importe quel art. La danse, par exemple. Un pas de danse en particulier ne peut pas être protégé par des droits d'auteur. Mais une chorégraphie entière, oui. Le cinéma, pour reprendre mon analogie de la première vidéo, les techniques de fond vert, de 3D, d'incrustation et tout ça, sont toutes utilisables par tout le monde sans restriction légale. Mais c'est l'utilisation de ces techniques dans un cadre spécifique qui crée un film qui, lui, est protégé. En gros, les techniques utilisées pour obtenir les images du film sont libres, mais les images obtenues, le résultat final qui crée le film, elles, sont protégées. Pour résumer tout ça, dans n'importe quel art, la création d'une œuvre est par défaut protégée par des droits d'auteur contre la reproduction. En revanche, les techniques individuelles ne le sont pas car elles appartiennent à tout le monde. Et l'étude des œuvres d'art est permise sans avoir besoin d'autorisation. Il reste 2 cas à détailler. Premièrement, quand je parle des techniques utilisées, je parle de techniques qui s'apprennent, pas d'objets tout faits. Si un magicien invente une nouvelle technique, je sais pas, d'empalmage, d'échange de cartes ou autre, on pourra se dire que c'est sa création, son œuvre d'art, et qu'elle est protégée par des droits d'auteur. Sauf que ce serait trop facile, je veux dire, n'importe qui pourrait avoir l'idée de cette technique. Si 2 personnes inventent en même temps la même technique d'empalmage, qui en obtient les droits? La première à la publier? Ce serait parfaitement injuste. Non, concernant une technique individuelle, on peut pas prétendre en posséder les droits. Si le bon sens indique que n'importe qui pourrait la trouver, c'est que ce contenu est public et ne peut pas être protégé. Après, de façon officieuse, on attribue certaines techniques à tel ou tel magicien. Par exemple, un magicien qui invente un mélange de cartes, on va lui donner son nom, on va savoir que c'est plus ou moins lui qui l'a inventé et diffusé, mais il n'en tirera aucun droit et tout le monde pourra l'utiliser publiquement sans rien lui reverser. Sinon ce serait le bordel, personne l'utiliserait en fait. Donc c'est mieux comme ça. C'est vraiment l'enchaînement de techniques qui définit, au même titre que la danse, une sorte de chorégraphie de techniques qui forme le tour, qui lui devient protégé. Deuxième cas à mentionner, celui des gimmicks. Les gimmicks, contrairement aux techniques, sont des objets tout faits. Ce ne sont pas des mouvements qui s'apprennent, c'est pas une utilisation particulière d'objets déjà existants, ce sont de nouveaux objets, créés dans un but spécifique. Vu que ce sont des objets, ils se vendent. Si une technologie nouvelle est créée spécialement pour ce gimmick, il y aura même un brevet dessus, sur la technologie uniquement, pas l'ensemble du gimmick. Et ce brevet interdira la reproduction de cette technologie sans l'accord de son inventeur. Par contre, si le gimmick ne contient aucune technologie particulière, s'il s'agit par exemple, je sais pas, d'un flap un peu spécial qui utilise juste des cartes, de la ficelle élastique et des aimants, voilà, n'importe qui peut le reproduire. C'est le même principe que les techniques, si le bon sens indique que n'importe qui peut avoir cette idée, c'est qu'on ne peut pas la protéger par des droits d'auteur. On pourrait chercher un seuil de complexité au-delà duquel on considère que n'importe qui ne pourrait pas le trouver et que du coup ça devient vraiment comme un gimmick, un objet protégé par des droits. Et ce seuil serait interprété au cas par cas. Il y a beaucoup de choses interprétables dans la loi quand même. Donc dans le cas d'un gimmick complexe sans technologie ou d'un gimmick avec une nouvelle technologie, tout ça est protégé par les droits d'auteur contre la reproduction. Mais on se rend compte qu'au même titre que les techniques ou que n'importe quelle autre œuvre d'art, ça n'est en rien protégé contre l'usage équitable. C'est pour ça que l'usage équitable existe en fait, c'est pour parler des aspects extérieurs à l'objet. Le reproduire est illégal, mais en parler, tout va bien. Donc un gimmick, n'importe qui peut, s'il le souhaite, expliquer publiquement comment il fonctionne. Un gimmick reste un simple objet mis en vente, au même titre qu'un service à thé, un aspirateur ou des vêtements. Prenons l'exemple d'un ordinateur. Si quelqu'un veut expliquer dans une vidéo publiée sur internet comment fonctionne un ordinateur, il ne va pas à chaque fois demander l'autorisation à tous les fabricants d'ordinateurs. Puisqu'il ne reproduit rien, il est parfaitement en droit d'expliquer comment ça fonctionne, donc tout est légal. Et pour un gimmick, ce sera la même chose. Perso, je l'ai jamais fait parce que les gimmicks m'intéressent beaucoup moins que les techniques de dextérité et tout ça, mais si je voulais, je pourrais très bien expliquer dans une de mes vidéos comment fonctionne un gimmick. Alors ça ferait râler encore plus de gens, mais ce serait parfaitement légal. Il y en a certains qui vont se dire, oui mais attends, tout à l'heure tu as parlé des gimmicks qui possèdent une technologie brevetée. Quand même, s'il y a un brevet, c'est encore plus protégé, on peut pas faire ce qu'on veut et tout. Un brevet est toujours un document public. Et c'est normal.
parce que le but d'un brevet, c'est d'empêcher d'autres personnes de reproduire quelque chose. Donc si on n'explique pas aux gens ce qu'ils doivent pas reproduire, ça va être compliqué pour eux de pas le faire. Donc brevet ou pas, ça ne change rien, le fonctionnement de n'importe quel objet, en rapport ou non avec la magie, peut être expliqué publiquement. Je le répète à nouveau, hein, c'est vraiment le propos de toute cette vidéo, la reproduction intégrale d'une œuvre d'art en public est illégale. Mais tous les aspects extérieurs, l'étude de l'œuvre, le commentaire, l'analyse, le simple fait d'en parler de n'importe quelle façon est parfaitement légal et on a le droit pour ça d'utiliser le contenu sans autorisation. Bien, maintenant que l'aspect légal a été abordé, il me reste 2 petites vidéos à faire dans cette série. Dans la prochaine vidéo, je répondrai aux arguments qui ressortent le plus contre les comment il fait. Je prendrai vraiment les arguments tels qu'ils sont cités et j'y répondrai en me basant évidemment sur les 3 premières vidéos. Dans la 5e et normalement dernière vidéo de cette petite série, je montrerai plusieurs commentaires que j'ai pris en screenshot, des commentaires négatifs, des positifs et d'autres choses, pour illustrer tout ce que je viens de dire, pour montrer quel type de commentaires existe et pour y répondre. Et ce sera fini pour cette petite série de vidéos. Si je me rends compte dans les commentaires que j'ai oublié une quantité non négligeable de choses, qu'il y a certains trucs que j'ai pas mentionnés, je ferai alors une 6e vidéo qui complétera les 5 premières. J'espère que j'aurai pas besoin d'en faire, on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à plus pour la suivante.